Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la Kasumbalesa Radio ainsi que télévision. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment. Vous nous suivez de tous les quatre coins qui constituent la ville de Kasumbalesa. Nous vous souhaitons pleinement le bienvenu dans ce premier numéro de votre émission Qu'en pensent les frontaliers. Toujours dans les soucis et l'objectif de vous servir, la carte TV a mis à votre disposition Qu'en pensent les frontaliers, qui est une émission d'actualité. Dans cette émission, nous allons devoir commencer à parler de l'actualité sur le plan local, provincial, national, continental et aussi sur le plan mondial. L'émission est conçue dans l'objectif principal de vous permettre, vous, habitants de la ville frontalière, de pouvoir aussi vous exprimer, donner votre point de vue par rapport à tel ou tel autre sujet d'actualité. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays où l'on prône l'état de droit, la démocratie. Parlons sous-entend que la liberté d'expression doit être garantie. Voilà pourquoi, intellectuel que vous êtes, vous allez aussi commencer à donner votre point de vue, votre façon de voir les choses par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Je suis programmé et coordonné ce soir par Rissel Moulaja-Saboy, supervisé par Archip Madika Masuki. Serge Kayombo est la personne qui est en train de nous réaliser. À la présentation, c'est André Kadiman Tumba. Comme vous le constatez, je ne suis pas seul sur ce beau plateau. Je reçois pour vous Maître Lewis, à qui je dis bonsoir et bienvenue dans l'émission. Bonsoir, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci, Maître, comment la santé? Oui, nous tenons par la grâce de Dieu, malgré la poussière et autres, mais nous sommes en forme. Vous êtes en forme. Les frontaliers qui vous suivent en ce moment veulent savoir qui est monsieur Lewis. Oui, je suis défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de Kipushi. Et en même temps, je suis aussi un analyste politique indépendant. Voilà, vous l'avez bien compris, il est juriste, mais aussi un analyste politique. C'est donc avec lui que nous allons devoir partager notre sujet du jour, qui est nul autre que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, ainsi que les dispositions prises par les chefs de l'État pour mettre fin à cette guerre qui est en train de ravager cette partie du territoire national. Alors, maître, sans plus tarder, comment analysez-vous aussi la situation sécuritaire du côté de l'est de notre pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. D'entrée de jeu, je suis en train de compatir avec nos frères qui sont à l'est, qui sont tués, malmenés, pillés par les gens de mauvaise foi, par les gens qui n'aiment pas voir notre pays aller de l'avant. Et l'est de notre pays aujourd'hui est devenu une proie pour l'ennemi. Alors, je ne peux que me joindre à ce que le président de l'Assemblée nationale avait dit. Il appelait ses collègues honorables députés à la raison pour quitter derrière les troupes qui sèment terreur et désolation à l'est de notre pays. C'est pour vous dire que c'est seulement nous les Congolais qui sommes fragiles par rapport à certains intérêts égoïstes. Et vous allez voir que dans tout ce qui se fait à l'est, il y a les Congolais qui sont impliqués là-bas. Un Congolais qui a cette nationalité, qui peut accepter afin que certaines histoires se passent à l'est de notre pays pour que lui se retrouve dans ses intérêts. Vous voyez? C'est-à-dire que ces gens-là qui viennent nous attaquer à l'est, ce ne sont pas les étrangers. C'est puisque nous avons des preuves. Donc là, maître, vous voulez dire que ceux qui favorisent l'insécurité à l'est ne sont ni l'autre que les Congolais. Ce sont des Congolais, puisque vous-même vous l'avez suivi, le président de l'Assemblée nationale avait parlé, ainsi que le président, le premier vice-président Jamal Kabound. Ils avaient parlé pour demander aux collègues, à leurs collègues, de quitter derrière les troupes armées de l'Est. Alors d'après vous, vous n'accusez pas la communauté internationale, vous n'accusez pas nos pays voisins du côté est comme les uns l'accusent et vous tenez le peuple congolais fautif dans cette histoire. Oui, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas unis. Aujourd'hui, si je peux parler de la communauté internationale des pays voisins, mais tous ces mondes-là travaillent avec qui? C'est-à-dire que puisque nous sommes chrétiens, on dit que lorsque quelqu'un de fort entre dans la maison, il doit d'abord chercher à neutraliser celui qui est fort dans la maison afin de faire tout ce qu'il veut. Oui, maintenant, les étrangers,
quand ils veulent venir chez nous pour faire ce qui se passe à l'Est, là, que ce soit les champs de bataille et autres, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de minéraux là-bas. Mais ils nous utilisent les fils du terroir. Ce sont ces gens-là qui savent comment les orienter. Ce sont ces gens-là qui savent comment utiliser la jeunesse dans l'armée. Ce sont ces gens-là qui savent comment les amener là où il faut aller exploiter les minéraux. Alors, maître, aussi longtemps que vous tenez la population de l'autre côté fautive dans cette histoire d'insécurité, il n'y a pas longtemps qu'on a enregistré beaucoup de manifestations de l'autre côté et c'était la même population qui réclamait le départ de la MONUSCO, puisque d'après elle, la MONUSCO avait failli à sa mission. Voilà pourquoi la MONUSCO devrait catégoriquement quitter les territoires nationaux. Est-ce que vous êtes aussi parmi ceux qui souhaitent le départ de la MONUSCO? Oui, mon frère, moi, depuis que la MONUSCO est ici chez nous, et la situation sécuritaire de l'Est n'a pas changé. Parce que nous vivons, oui, la même depuis que la MONUSCO est ici, il n'y a rien qui a changé. On tue des gens, la nuit, le matin, pendant la journée, à n'importe quelle heure, on peut tuer les gens. On tue les gens même sous l'œil impuissant de la MONUSCO. Puisque dernièrement, il y a de cela, si c'est une année ou bien quelques mois, et nous avons vu que les rebelles avaient attaqué l'un des villages tout près des installations de la MONUSCO. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? La MONUSCO, à son tour, n'avait même pas intervenu. Oui, c'est ça. Bon, ce sont des questions que nous nous posons. Est-ce que la MONUSCO est là pour nous amener la paix, ou bien la MONUSCO est là pour nous amener la guerre? Mais par rapport à la question liée à la MONUSCO, le chef de l'État lui a dit que ce n'est pas la MONUSCO qui est à la base de l'insécurité. Oui, mais même si le chef de l'État peut dire ça, mais nous, la population congolaise, nous avons constaté que la MONUSCO a failli à sa mission. Donc elle doit partir. Oui, pourquoi? Parce que la MONUSCO, lorsqu'il est là, il doit réellement faire preuve, nous faire voir que non, elle a amené la paix. Mais depuis qu'elle est là, il n'y a pas de paix. Comment est-ce que nous allons justifier cela? Vous appelez une organisation internationale pour vous amener la paix, mais ce n'est pas la paix, c'est la guerre qui augmente du jour au jour, et le bilan s'alourdit par rapport aux tueries. Et la MONUSCO contribue aussi à la persistance de l'insécurité. Mais lorsqu'elle n'est pas en mesure de mettre fin, d'apporter ce qui est dans ses objectifs, bon, elle devient défaillante et ne peut que quitter et nous laisser nous-mêmes, nous allons nous en charger contre ces gens-là qui nous tuent. Alors, vous laissez vous-même vous en chercher de ceux qui sont en train de tuer à l'Est. Maître, nous avons tous suivi. Nous avons suivi le programme du gouvernement Sama Lukonde, un programme basé, qui repose sur 15 piliers majeurs, dont ces piliers sont répartis dans 4 secteurs, notamment la pacification de l'Est qui est la priorité première. Est-ce que vous pensez que pendant ces 2 ans, le gouvernement Sama Lukonde parviendra au moins à mettre fin à la guerre de l'Est? Oui, mon frère, s'il y a la volonté, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si seulement tout ce que nous sommes en train de dire, nous serons aussi à mesure de le mettre en pratique, je pense que nous allons faire beaucoup de choses. Le gouvernement Sama Lukonde, selon ses piliers, parmi les piliers, les grands axes de son programme, chercher comment mettre fin à la guerre à l'Est, éradiquer toute cette guerre-là. C'est un beau discours. C'est un beau discours, mais ce que nous demandons est qu'il y ait la volonté de mettre en pratique tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas de moyens logistiques, si aujourd'hui, il n'y a pas un bon traitement de nos vaillants FARDC, qui est juste en train de saluer en passant, puisque nous avons vu comment ils se sont donnés bec et oncle à l'Est, les troupes de la rébellion à l'Est, c'était plus de 200. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une diminution. Pourquoi? Parce il y a aussi certains villages qui ont été récupérés. Oui, qui ont été récupérés. Pourquoi? Parce que les vaillants FARDC s'étaient donnés à combattre et à respecter tout ce qu'ils ont prêté comme serment, bien tout ce qu'ils ont acquis comme connaissance et comme savoir dans les différentes formations. Et s'il y a cette volonté-là, et aussi amener les logistiques nécessaires, traiter très bien les vaillants soldats de notre pays, je pense que ces gens-là, puisque ce n'est que l'État qui a une puissance qu'aucune rébellion ne peut, à laquelle aucune rébellion ne peut résister. Alors s'il est vrai
que l'État a cette puissance dont vous venez de parler, une puissance à laquelle aucune rébellion ne peut résister. Pourquoi est-ce que la guerre de l'Est tarde toujours? Puisque lorsqu'on vérifie, cette guerre a déjà fait plus de 2 décennies, continue toujours à l'Est. Qu'est-ce que vous dites aussi par rapport à cela? Est-ce qu'il y avait l'absence de l'État de l'autre côté ou soit qu'est-ce qui se passe? Bon, comme je l'ai souligné, c'est l'État qui est la puissance. Oui, comme je l'ai souligné là, vous allez comprendre que d'entrée de jeu, j'ai commencé par faire voir que c'est seulement nous les Congolais qui sommes derrière toutes ces tueries là. Pourquoi? Parce que notre faiblesse, on est en train de nous utiliser, nous sommes en train de voir nos intérêts. Nous ne voyons pas l'intérêt de notre pays, nous ne voyons pas l'intérêt de nos populations. Et si aujourd'hui il y a une décennie que la guerre est en train de persister, je viens de le dire, avec l'arrivée du chef de l'État, de l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, vous avez vu comment est-ce que les FARDC se sont donnés. Ils ont compris que nous devons défendre les limites de notre pays, notre territoire, nos frontières. Et c'est ainsi que vous avez vu la régression de l'effectif de tous ces groupes-là qui tuaient à l'Est. Il y a certains villages aujourd'hui, là où les drapeaux de notre pays n'avaient jamais flotté. Mais aujourd'hui, si vous arrivez là-bas, vous allez trouver qu'il y a notre drapeau qui flotte. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a la volonté, je reviens encore sur la volonté, et ça sera vraiment une très très bonne chose. Comme le chef de l'État a pris l'engagement de faire cela, je pense que ça ira très bien avec sa volonté. Parlant au moins de l'avènement du chef de l'État, lui qui avait promis, il a dit qu'il va s'impliquer, il fera toute son énergie en marche pour mettre fin à cette histoire d'insécurité à l'Est. Aujourd'hui, le président décide enfin de décréter l'état de siège à l'Est de la République. Alors cela tombe bien, vu que vous êtes juriste, vous allez d'abord commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est un état de siège. Oh, merci beaucoup. L'état de siège, c'est une mesure ou bien un mode de gestion qui est prévu par la Constitution. Là, nous allons aux articles 85 et aussi les articles 144 et 145 de la Constitution. Là où la Constitution est en train de nous faire voir d'abord ce qui peut faire que l'état de siège soit décrété lorsqu'il y a des circonstances graves qui vont menacer l'intégrité territoriale, lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des menaces et tout ça, le chef de l'État, il peut, après consultation du Premier ministre et du président des 2 chambres, décréter l'état de siège et aussi informer les conseils, les conseils militaires, je pense, dans ce sens-là, si les mots m'échappent, il va aussi informer cet organe-là qui gère l'armée. Et dans l'état de siège, c'est-à-dire que les fonctions, toutes les fonctions administratives qu'occupaient les civils, elles vont revenir à l'armée ou bien à la police. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre ensemble pour travailler. C'est-à-dire, vous allez à la mairie, vous trouverez des policiers et des militaires qui seront là. Vous allez au gouvernorat, les gouverneurs seront des militaires. C'est-à-dire que partout, l'administration sera militarisée. C'est ça l'état de siège. Et tout cela, c'est pour chercher comment défendre l'intégrité de notre territoire par rapport aux attaques et par rapport à la guerre de ces gens-là mal intentionnés. Dans les cas sous examen, maître, vous estimez que l'intégrité du territoire national est menacée? Oui, c'est menacé. C'est menacé pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe à l'Est. Tous ces gens-là qui viennent nous attaquer. Dernièrement, nous avions vu des vidéos dans lesquelles c'était des personnes d'autres pays, les sujets d'autres pays qui se retrouvaient dans notre territoire. Mais comment est-ce qu'ils sont parvenus à franchir les limites de notre pays? C'est là où nous trouvons que l'intégrité territoriale est menacée. Et le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, ne pouvait que faire ça pour voir comment mettre fin à toutes ces tueries de l'Est qui ne nous arrangent pas, nous, en tant que Congolais. Oui, alors par rapport à l'état des sièges, est-ce que la Constitution prévoit un délai qu'on peut observer cet état ou soit ça reste comme ça jusqu'à ce que le président finira son mandat? Non, non, l'état des sièges a une durée de combien de 30 jours, d'un mois, et renouvelable
par des périodes de 15 jours. C'est-à-dire après les 30 jours ou bien les 1 mois, le chef de l'État va solliciter auprès de l'Assemblée nationale la prorogation pour une durée de 15 jours. Après les 15 jours, là, il peut aller en 15 jours, de 15 jours en 15 jours, selon les besoins. Jusqu'à ce que lui-même verra que non, maintenant, l'intégrité n'est plus menacée et on peut passer à autre chose. Jusqu'à ce qu'il verra que les objectifs... les civils à la tête des institutions. Oui, jusqu'à ce que les objectifs pour lesquels il décrète l'état d'urgence seront atteints. Là, il se dira non, maintenant, puisque l'objectif est qu'il y ait la paix à l'Est et que le calme règne à l'Est. Et si aujourd'hui, après les 30 jours de l'état de siège, ou bien avant d'atteindre plutôt les 30 jours d'état de siège, et qu'à l'Est qu'il n'y ait pas de troupes qui vont tuer des gens, qui vont semer désolation et terreur, et c'est fini, le chef de l'État il va lever cela, ça ne prendra pas tout son mandat, le reste de tout son mandat plutôt. Alors, comment est-ce que vous trouvez ça? L'état de siège est une véritable solution, puisque nous savons que la population de l'Est elle-même, il y a des fois que cette population est en train de soupçonner l'armée d'être à la base, soit l'armée qui contribue aussi à cette insécurité. Aujourd'hui, militariser l'administration publique, vous ne trouvez pas que c'est un danger? Ce n'est pas un danger, mon frère. Ces gens-là qui viennent, ils sont pas être peut-être les débuts de la balkanisation. Non. Ben, balkanisation, comment? Puisque c'est notre armée. Notre armée. Et si par exemple, elle parvenait à se révolter? L'armée ne peut jamais se révolter. C'est notre armée qui va aller. Cette armée-là, ce n'est pas une armée qui sera scindée ou bien qui sera en séparation avec les corps des forces armées. C'est une branche qui va aller là-bas selon l'ordonnance que le chef de l'État a prise de l'état de siège. Mais cette armée sera toujours contrôlée par les chefs d'état-major. Et cette armée sera contrôlée par les ministres de défense. Cette armée sera contrôlée par le chef de l'État lui-même, qui est les commandants suprêmes des forces armées. Alors ça ne sera pas une armée qui à un moment donné va se rébeller. Non, ça ne verra jamais. Alors vous avez dit que parlant de l'état de siège, on constate les militaires à la tête de l'administration publique. Est-ce que même les organes judiciaires et aussi qui traitent les questions en matière civile seront toujours dirigés par des militaires? Oui, mais quand nous parlons de l'administration publique, la justice fait partie de l'administration. Oui. C'est-à-dire que les militaires, ils vont travailler dans tous les domaines. Nous avons les magistrats militaires, ils vont travailler. Vous pensez que ce serait une bonne chose des militaires trancher peut-être une question en matière civile? Oui, puisque les droits est un. Les militaires là qui est juge ou bien qui est magistrat, il a fait les mêmes droits qu'un juge civil. Mais c'est ne qu'au niveau d'opérer les choix par rapport à la magistrature que vous allez retrouver des magistrats civils et des magistrats militaires. Mais les droits est un. Et la procédure, nous l'avons apprise, quelle que soit la procédure civile, pénale, c'est la même procédure que nous avions étudiée avec tout celui qui est aujourd'hui magistrat militaire ou bien magistrat civil. Ça ne vaut pas la peine. Maître, nous savons bien que les militaires sont bien lorsqu'ils sont en train de diligenter les opérations par-ci, par-là. Mais voir au moins les militaires dans des institutions publiques, le cas de ceux qui seront à la tête de la province de l'Ituri et aussi celle du Nord Kivu, est-ce qu'ils vont devoir mieux s'en sortir avec les matières administratives? Oui, mais je reviens pour vous dire que les militaires que vous voyez là, il y a des licenciés. Il y a des gradués. Je prends l'exemple de Yumbi. Lorsqu'il y a eu des tueries à Yumbi, n'est-ce pas, l'administration a été remplacée. C'était le militaire et les policiers qui jouaient le rôle des administrateurs. On ne va pas prendre n'importe qui. Là, je vous dis qu'il y a des licenciés, il y a des gradués, il y a des gens, puisque même dans l'armée, il y a l'administration. Est-ce qu'il y a-t-il des critères, c'est un certain critérium que les militaires doivent remplir avant d'accéder à la chose publique? Ah non, là ça dépendra juste de la compétence de tout un chacun et aussi du niveau d'études. Pourquoi? Parce que même dans l'armée, il y a l'administration au sein de l'armée. Alors, ce n'est pas n'importe qui peut aujourd'hui être secrétaire dans l'armée. Ce n'est pas n'importe qui peut aujourd'hui être major dans l'armée. Eux aussi, il y a des critères liés aux études et aussi à la compétence et aussi
par rapport à la confiance que les chefs de l'État placent dans ces hommes en uniforme. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a la différence au moins entre l'état des sièges et l'état d'urgence? Oui, il y a une grande différence. À quel niveau? C'est-à-dire que l'état des sièges, c'est, je dirais comment, c'est un sens élevé de l'état d'urgence. Pourquoi? L'état des sièges, oui, il y aura aussi certaines mesures qui seront prises dans l'état des sièges. Par exemple, on va demander aux civils qui détiennent des armes de venir les déposer, ou bien aux troupes qui sont dans la brousse de sortir et venir déposer leurs armes. On va peut-être interdire aussi les rassemblements de, je ne sais pas de combien de personnes. On va aussi interdire les gens de se promener pendant la nuit de telle heure à telle heure. Alors c'est presque la même chose que non, j'ai dit qu'il y a une grande différence. Dans l'état des sièges, là, ce sont les militaires qui vont gérer. Maintenant, l'état d'urgence, on veut seulement élargir les pouvoirs du ministre de l'Intérieur par rapport à certaines mesures que le chef de l'État a pris dans l'état d'urgence. Et là, c'est comme nous l'avons vécu ici, l'état d'urgence sanitaire, on va restreindre certains droits de la population. On vous dit, il faut porter les cache-nez. Là, je ne sais pas tout le monde qui a vu cette habitude de porter les cache-nez. On vous dit, il faut commencer à vous laver ou bien à se promener avec votre liquide afin de vous désinfecter les mains. Voilà. Alors, maître, vu la situation et la situation de l'Est et les besoins et l'urgence aussi qui se présentent, vous trouvez que l'état des sièges, c'est la bonne solution qu'il fallait pour mettre fin à la guerre de l'Est? C'est la bonne solution. Pourquoi? Parce que c'est prévu par la Constitution. Et lorsque nous sommes en train d'examiner ce qui s'est fait à l'Est, cela devrait nécessairement faire appel à l'état des sièges. C'est ce que le chef de l'État a fait. Et nous souhaitons que cela puisse réussir et que l'Est de notre pays soit unifié et que la paix regagne l'Est du pays. Pourquoi? Parce que nous sommes Congolais, mon frère. Je vis dans des images, une maman qui était morte, mais l'enfant restait collé en train de téter. Voyez-moi, ça nous fait très très mal. Nous avons nos connaissances là-bas à l'Est, nous avons nos familles à l'Est. Aujourd'hui, nous apprenons que non, tel ne plus. Nous avons vu comment est-ce qu'on a décapité les gens aux machettes. Ça nous fait très mal. L'Est transformé en une bouche. Oui, ça nous fait très mal. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons l'armée descendre là-bas, c'est-à-dire que l'armée ne va pas aller seulement pour gérer ou bien travailler, s'occuper de l'administration. C'est pour mettre fin à toutes ces tueries là-bas de l'Est. C'est-à-dire qu'on va poursuivre dans des brousses partout et en même temps, il y a l'administration qui s'installe. En même temps, il y a les attaques dans des brousses contre ces troupes-là qui se cachent dans différents coins de l'Est de notre pays. Alors, si l'état des sièges est vraiment la bonne décision qu'il fallait pour mettre fin à la guerre de l'Est, pourquoi leur faire appel à l'armée kenyane? Parce qu'on a appris que récemment, là, lors de leurs entretiens, les deux chefs d'État ont parlé par rapport à la situation de l'Est et on nous a dit que l'armée kenyane sera sur notre territoire dans les jours qui viennent. Vous trouvez aussi que c'est nécessaire, bien qu'elle est l'une des meilleures armées de la région? Oui. L'armée kenyane ne viendra pas prendre la place de notre armée. L'armée kenyane vient juste en aide à notre armée qui sera installée à l'Est. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est notre armée, l'administration tenue par notre armée. Ce n'est pas pour dire que l'armée kenyane va se retrouver dans notre administration. Non. Là, c'est notre administration tenue par notre armée, mais l'armée kenyane viendra seulement pour nous aider, nous secourir en cas de besoin. C'est ça la grande différence. Alors, est-ce que vous trouvez que les militaires kenyans vont devoir mieux opérer leurs opérations, puisque pour mieux mener une opération, il faut d'abord connaître la situation géographique. Lorsqu'on constate les Kenyans et la RDC, il y a beaucoup de kilomètres à parcourir. Est-ce qu'ils pourront au moins faire ce pourquoi on les appelle? Mais je viens de vous le dire, mon frère, que c'est juste une aide. Je dis que le maître de terrain, c'est notre armée. Les Kenyans, quand ils vont venir ici chez nous, ils seront derrière, puisque c'est nous qui maîtrisons notre terrain, c'est nous qui maîtrisons tous les coins de notre pays. Alors ce n'est pas pour dire que non, et ils viendront prendre les devants et ils vont commencer à nous conduire. Non. Et ils seront derrière nous avec leur logistique. Je pense que
c'est dans des relations que le président a avec l'armée kenyane et aussi en tant que président de l'Union africaine, qu'il est en train de chercher comment mettre fin à la guerre qui se vit à l'Est. Mais l'armée kenyane ne sera pas le maître du jeu. C'est notre armée, puisque nous avons confiance dans notre armée. Alors, les chiffres au moins lorsqu'il s'agit du salaire de l'armée kenyane, les chiffres varient par rapport à ce qu'on connaît ici chez nous. Pourquoi ne pas seulement prendre cet argent, chercher des dispositifs modernes pouvant permettre à nos FARDC de pouvoir au moins neutraliser toutes ces forces négatives? Parce que lorsque vous regardez en ce qui concerne les salaires de nos militaires, ils ne sont pas mieux payés. Pourquoi ne pas seulement prendre cet argent, booster nos militaires, les doter des moyens et des dispositifs dont ils ont besoin? Peut-être qu'ils pourront parvenir à mettre fin à cette histoire qui est de faire appel à une armée étrangère. Bon, moi, je ne pense pas que nos militaires ne sont pas bien payés. Ils sont bien payés. Pourquoi? Parce qu'à l'Est, vous avez vu, j'ai parlé, je vous ai dit qu'il y avait autant des groupes qu'il y a qui déjà, sont aujourd'hui en diminution. Il y a déjà certaines informations qui circulent qu'un militaire kenyan aura à toucher $2000. Si on compare cela par rapport à ce qui touche les militaires, vous voyez c'est la différence. Mais vous êtes dans le monde des informations. Ce n'est pas une information que moi je peux accepter. Pourquoi? Parce que c'est une information, ce sont des rumeurs. Une information qui n'a jamais passé. Devant même à votre chaîne, ça n'a jamais passé, même à la RTNC. Mais nous sommes en train de le ramasser sur les réseaux sociaux. Déjà, Kamel l'avait dit qu'au Congo, tout commence par les réseaux sociaux et ça finit par être officiel. Oui, non, c'est pour cela que je me réserve. Je me réserve pour faire des commentaires sur quelque chose qui apparaît d'un bon matin là sur les réseaux sociaux. À moins qu'il y ait des preuves, là je pouvais aussi donner mon avis. Mais je voulais seulement dire que nos militaires sont bien payés par le gouvernement par rapport aussi au budget voté. Alors, mais qu'est-ce que vous trouvez, vous personnellement, pensez-vous que réellement un jour la guerre de l'Est prendra fin et la paix sera rétablie dans toute cette région? Affirmatif. Cette guerre prendra fin, mais c'est tout un processus. Quels sont les éléments qui vous montrent que réellement la guerre prendra fin à l'Est? Avec la conscience que nos militaires ont pris, aujourd'hui nous avons confiance en eux. Vous voyez? Ce n'est pas dans les temps là que les militaires pouvaient se dire que nous allons à la guerre, mais nous nous retrouvons dans des embuscades par nos compatriotes. Non. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment est-ce que nos militaires se donnent corps et âme afin que cette guerre puisse prendre fin. Et avec cette prise de conscience par notre force loyaliste, je pense que ça ne sera pas demain, aujourd'hui ou bien demain, mais c'est tout un processus. Ça finira toujours par terminer cette guerre de l'Est. Alors que nous tentons déjà de faire la fin de notre entretien, maître, si cela ne dépendait que de vous, si supposons que c'est vous qui êtes la personne qui doit dire les mots pour mettre fin à la situation sécuritaire à l'Est là-bas. Vous, maître Lewis, si cela ne dépendait que de vous, que feriez-vous pour rétablir une bonne fois pour toute la paix durable de l'autre côté de notre pays? Bon, je pense que ce que le chef de l'État a fait aujourd'hui, l'état de siège, c'était dans mon idée. Vous avez compris. Autrefois, moi, je pensais que les chefs de l'État... Si au moins le chef de l'État avait fait appel à certains de ses conseillers pour mettre fin à l'insécurité de l'Est, et il vous a appelé aussi, vous devrez avancer cette raison. Oui, oui. Moi, j'avais pensé à cela pour dire l'état de siège vaut par rapport à la situation plutôt qui se passe à l'Est. J'avais pensé déjà à cela, mais Dieu merci, pour voir que le chef de l'État a compris et il a décrété l'état de siège. Avec cette mesure, je pense qu'un jour, la paix reviendra à l'Est et nous tous nous serons dans la joie pour voir nos compatriotes de l'Est être dans la joie, vivre avec leur famille et que les enfants aillent à l'école sans toutefois être dérangés par ces gens-là de mauvaises intentions. Un jour, la paix reviendra à l'Est, c'est ce qu'a dit Maître Lewis. Votre conclusion, qu'est-ce que les frontaliers qui nous ont suivis à ce moment peuvent retenir par rapport à notre sujet du jour? Ok, les frontaliers qui nous ont suivis aujourd'hui, j'aimerais seulement que les Congolais soient unis. Puisque ce qui fera notre force, c'est l'unité. Et lorsque nous sommes unis, l'étranger
l'ennemi ne peut jamais nous séparer. Et aujourd'hui, si nous sommes en train d'être mal vus, nous sommes en train de vivre mal, c'est parce que l'étranger profite de nos faiblesses, la division, profite de la séparation pour qu'il puisse régner. Mais si nous nous formons une force, si nous tous, nous tenons au drapeau, aux emblèmes de notre pays pour défendre, puisque la défense de notre pays, ce n'est pas seulement l'apanage du chef de l'État, de l'armée, mais c'est l'apanage de tout le monde. Vous avez vu par exemple ici à Kasumbalesa, lorsque nous nous sommes soudés pour combattre l'insécurité, vous avez vu ce que cela a donné. C'est-à-dire lorsque nous vivons dans l'unité, l'ennemi n'a pas de chance de s'infiltrer pour nous désorganiser, nous désorienter. Soyons unis et Dieu sera toujours avec nous. Merci beaucoup Maître Lewis, merci chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous disons tellement merci de cette confiance que vous nous avez accordée, merci de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce jour, mais je rappelle que l'émission passe chaque lundi de 21h30 et en rediffusion chaque mardi à 17h. Juste l'émission s'appelle Qu'en pensent les frontaliers, et aujourd'hui nous avons eu cet honneur de recevoir pour vous Maître Lewis, à qui je dis merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mon frère journaliste. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis merci à Rissel Moulaja pour la programmation de cette émission. Je dis merci à Archip Madika pour la supervision. Je dis merci à Serge Kalombo qui nous a réalisé. Je dis également merci à mon coiffeur salon 4e message, Papa Ogui, merci beaucoup. Merci, on prend les rendez-vous pour le lundi prochain, mais je vous rappelle que l'émission est en différé. Vos critiques ainsi que vos propositions sont le bienvenu au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. On se retrouve avec le même et réel plaisir le lundi prochain. Au revoir.